Donc, la forêt de Grésines, ici, entre Montauban et Albi, au nord-est de Toulouse, et ici, donc, un plan de 1787 de Coudet qui montre effectivement cette forme très compacte de la forêt de Grésines. Et nous décrivons plus particulièrement les limites de cette forêt, de cette ancienne forêt royale, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, avec une superficie autour de 3600 hectares, 3527 hectares très précisément, avec un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, dont 12 kilomètres de murs et murailles, ce qui n'est pas banal, parce que j'ai appris qu'une forêt royale ceinturée par un mur, c'est quelque chose de relativement rare en France, dont 12 kilomètres de murs et de murailles. Je vous raconterai un petit peu pourquoi on parle plutôt de murs et de murailles au pluriel, et non pas au singulier, et 6 kilomètres de fossés. Il en reste deux, à peu près deux. Ce sont des cours d'eau qui font la délimitation entre la forêt royale, entre autres, et les communautés riveraines. Donc, ancienne forêt aristocratique, pour reprendre le terme de Florence Guillot, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de cette forêt, ayant appartenu aux seigneurs de Penne d'Albigeois, qui étaient les vassaux des comtes de Toulouse. Puis, elle est devenue forêt royale à la fin du XIIIe siècle. Donc, on en reparlera évidemment avec le bornage et les premières bornes, les premières boules ou boules qu'on appelait, qui sont indiquées dans les archives. Hein. Donc, j'en reparlerai. Donc, forêt royale depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution, où elle devint forêt impériale, puisque j'ai une carte où c'est indiqué forêt impériale de Grésines et puis forêt domaniale. Alors, la problématique. Donc, cette forêt, moi, ça fait une quarantaine d'années que je m'y intéresse, mais d'abord, c'est au niveau de la biodiversité, puis petit à petit, je me suis beaucoup intéressé à l'archéologie des paysages. Comment avaient pu évoluer les paysages agro-silvopastoraux dans cette partie du nord-ouest du Tarn. Donc, avec des questions principales par rapport aux murs et aux fossés, quels pouvaient être, est-ce qu'on pouvait arriver à dater plus ou moins les bornes et les murs? Est-ce qu'il y avait une seule génération ou plusieurs générations de bornes et de murs? Et s'il y avait plusieurs générations, quelle pouvait en être la chronologie? Avec beaucoup de points d'interrogation. On n'a aucune certitude, évidemment, à 100%, bien évidemment. Hein. À quelle logique correspond la répartition spatiale de ces différentes bornes périmétrales, la logique de leur implantation, la logique des gravures, d'abord avec la fleur de lys, puis une numérotation qui est apparemment venue se superposer à la fleur de lys, après la Révolution en particulier. Les bornes sont-elles antérieures ou postérieures? On verra effectivement que les bornes sont bien antérieures aux murs et aux fossés. Et puis, quelles sont les caractéristiques et les fonctions de ces fossés, de ces 27, etc. Donc, la méthodologie est simple. On s'est appuyé sur différentes ressources bibliographiques, documentaires et archivistiques dont je vous reparlerai, alors, notamment les travaux de Sébastien Poublin, hein, qui fait partie du Reforest depuis le début, Florence Barroso qui est ici présente, Nina David qui est ici présente, Audrey Calmette, est-ce qu'elle est là ou pas? Ah, elle est ici présente, voilà, c'est ce que j'avais vu, Michel Bartoli qui est ici présent aussi, voilà. Donc, beaucoup de travaux qui se sont déroulés, mais depuis très peu de temps, depuis quelques années. Il y a encore 10 ans, on ne connaissait rien du tout sur cette forêt. Ensuite, on a fait un inventaire de la joie et la bonne humeur avec tous les adhérents du CAPA, un inventaire détaillé des 193 bornes périmétrales, c'est à une ou deux unités près, 193 bornes périmétrales, et puis enquête auprès d'historiens de la forêt, dont notamment André Corvol, qui a longtemps été présidente du groupe d'histoire des forêts françaises, entre autres. Voilà, donc le plan de la communication, c'est celui-là. D'abord, le bornage périmétral, donc plusieurs générations de bornes, une répartition et disposition
irrégulière. Nous, on aurait pu penser que les bornes étaient implantées de façon régulière. Il n'en est rien du tout. Donc, il y a une logique. Quelle peut être cette logique-là? Ce n'est pas évident. Même dans les archives, on n'a pas toujours les réponses dans les archives. Il faudra creuser. Il y a plein d'archives, il faudra creuser, notamment à Toulouse. Les archives forestières qui sont extrêmement riches. Donc, je suis jeune retraité depuis peu de temps, depuis un mois, donc j'aurai l'occasion de m'y appesantir un petit peu plus. Voilà. Donc, une répartition très irrégulière, une implantation, donc en fonction de la confrontation, on en reparlera, et de la topographie du terrain. Et puis, les murs, murailles et fossés de résine, avec quelle est la morphologie, les caractéristiques de ces murs et de ces murailles, et quelles pouvaient être aussi les fonctions de ces murs et fossés. Donc, tout d'abord, le bornage périmétral. Donc, ici, on a un exemple de fiche d'inventaire avec en particulier la localisation très détaillée avec le GPS. Ensuite, une description la plus précise possible de la borne. Le diagnostic sanitaire, dans quel état se trouve chacune de ces 193 bornes, en sachant qu'on n'a pas tout identifié encore, parce que ça fait 20 km de tour quand même. Donc, on en a fait à peu près la moitié. On a dû en recenser un petit peu plus de la moitié, autour d'une centaine, ou 110, entre 100 et 110 bornes, précisément. Donc, avec le diagnostic sanitaire et avec l'état du mur, parce qu'on verra que le mur a été construit après l'implantation des bornes, mais ça va ensemble. Ensuite, ça va ensemble, bornes et murs. Et quelles sont les mesures conservatoires à prendre si elles sont... La plupart, on pensait que les bornes avaient été volées, ou elles étaient enfouies, etc. Finalement, ces 193 bornes, pour la plupart, elles sont sur place. Soit elles sont debout, encore, dans la végétation, soit elles sont inclinées, soit elles sont couchées, soit elles sont enterrées, enfouies. Mais très peu ont été, beaucoup de gens disaient, oh, elles ont été volées, tout ça, ça fait partie. Voilà. Mais très peu de bornes ont été, enfin, beaucoup de bornes sont encore sur place, il suffit de les dénicher. Encore, ce qui n'est pas évident parce que, je vous l'ai dit, leur répartition n'est pas du tout régulière. Alors, plusieurs générations de bornes périmétrales, a priori, tout ça devrait être, ce sont des hypothèses. Il faut mettre des points d'interrogation, il y en aura après. Là, non. Pour celle-là, non. Ces bornes-là datent très probablement de la fin du XIIIe siècle, à partir du moment où cette forêt aristocratique, seigneuriale, qui appartenait au seigneur de Penne, est rentrée dans le domaine royal. Donc, c'était entre 1281 1280. Voilà, entre 1281 et 1285, donc fin XIIIe siècle. Donc ça, c'est une... Voilà, ici, c'est une photogrammétrie qui a été prise par Nicolas Poirier. Ça fait partie des bornes dites primitives, enfin les premières bornes, si vous voulez, qui sont de grandes bornes, de grandes dimensions, autour de 1,20 m. Si on compte parce que celle-là a été couchée, donc on a pu, à un moment donné, elle était couchée pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au total, ce sont des pierres qui font plus de 1,80 m. Donc, elle est enfouie de 60 cm, 1,20 m, oui, mais c'est ça. Donc, 1,20 m de haut, avec une souche donc, de 60 cm dans la terre, et avec effectivement des fleurs de lys qui apparaissent très bien par photogrammétrie. Et ici, une autre borne très ancienne du XIIIe siècle, la borne de Cantelose, avec ici, on ne voit pas trop bien, une fleur de lys, et qui a été tronquée plus tard par un cartouche avec un numéro, le numéro 1. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a une double numérotation sur ces bornes. Côté intérieur, c'est la borne apparemment borne de section, et côté extérieur à la forêt, vers les communautés riveraines, oui, ça va, c'est bien. Donc, un numéro donc, de confront qui va de 1 à 193, puisque jusqu'à maintenant, on aurait donc au conditionnel 193 euros.
Donc, grande borne fleur de lysée, en grès, assez grossièrement taillée, relativement, et qui se sont relativement bien conservées jusqu'à aujourd'hui, depuis le XIIIe siècle. Ensuite, une autre génération, de borne de deuxième génération, 16e et 17e siècle, avec un point d'interrogation, des bornes ancrées plus petites, toujours avec la fleur de lys, gravée au sommet de la borne, mais qui auraient pu remplacer des bornes qui auraient disparu, qui auraient été dégradées, etc. Et peut-être, encore une fois, Michel Bartoli pourra nous en peut-être parler tout à l'heure, hein, que ces bornes-là, qui auraient remplacé les bornes disparues, auraient été donc plantées après la réformation de Bardon au XVIe siècle, donc après 1542. Donc des bornes ancrées plus petites. Et des bornes de troisième génération, fin 18e, donc après la seconde réformation, la réformation de Louis de Froidour, en 1666-1667, avec des bornes donc en calcaire, bien taillées, parallélépipédiques, sans fleurs de lys, parce que c'était donc après la Révolution, et avec une double numérotation dans un cartouche ovale. Donc le numéro de confront, là, sur le côté de la borne, à l'extérieur de la forêt, on a un numéro, donc 79 ici, dans un cartouche qui regarde vers l'extérieur et qui, a priori, est une borne de confrontation par rapport aux parcelles limitrophes des communautés riveraines. Et de l'autre côté, c'est une autre borne, ici, avec le numéro 1. C'est une borne, donc côté intérieur, probablement avec le numéro de série. Au total, je vous l'ai dit, il y a 193 bornes jusqu'à maintenant identifiées, voilà. On n'a pas toutes repérées, mais qui sont, voilà. Et donc, côté intérieur de la forêt, les chiffres qui sont orientés vers l'intérieur de la forêt vont de 1 à 18, ce qui voudrait dire qu'il y a eu certainement plusieurs sections, plusieurs séries, de une section jusqu'à 18 sections, mais ça encore, on n'a pas. Enfin, moi, je n'ai pas encore les preuves matérielles pour rapporter. Est-ce que ce sont des sections par rapport à la gestion de la forêt, etc. Ça, voilà, c'est des choses qui seront très intéressantes à creuser dans l'avenir. C'est du pain sur la planche, vous voyez, pour les années à venir. Alors, répartition et implantation des bornes périmétrales. Effectivement, alors c'est une image LIDAR, grâce à Nicolas. Ici, c'est la montée. Alors là, on est sur la crête nord de la forêt de Grésigne, avec la hors sujet, je vous l'indique quand même, une motte castrale de pêche à guse, c'est le point culminant de la forêt de Grésigne, ici. Et donc, on a le mur de Grésigne relativement bien, qui se définit relativement bien, sur la crête nord de la forêt de Grésigne, avec le numéro des bornes, 26, 27, 28, 29. Ici, il manque la 30. Mais on le verra tout à l'heure, il y avait sur le plan de bornage de Louis de Froidour, il y a marqué rocher, ce n'est pas des bornes, hein, mais ici, il devait y avoir un rocher à fleur de lys. On devine encore la moitié, une fleur de lys à moitié effacée, mais probablement qu'elle a été dégradée parce qu'il y a eu plus tard une petite carrière, hein, qui a fait sauter une partie de la fleur de lys. On devine encore une moitié de fleur de lys. Donc la 30, il y a le numéro 30 en apparaît. Voilà. Donc vous voyez que c'est très irrégulier. Ici, il y a deux bornes très proches, ou ici, deux bornes très proches qui indiquent les passes. Les passes, PAS, c'est-à-dire les accès, les passages, qui faisaient communiquer les communautés riveraines et usagères à l'extérieur de la forêt ici. La forêt se situe là, la forêt royale ou la forêt domaniale aujourd'hui, en sombre, et les communautés riveraines en clair apparaissent ici. Et donc, c'est ça, vous voyez, par ce chemin-là,
il y avait un pass et on retrouve donc ces anciens chemins. Alors, ce n'est pas des chemins antiques, hein, très probablement, mais des chemins qui datent des 16e, 17e, 18e siècle, etc. Voilà. Et ici aussi, pareil, le pas de la Serre. Voilà, on va reparler tout à l'heure. Voilà, voilà c'est ça. Un extrait du plan de bornage de Louis de Froideau à la fin du XVIIe siècle, avec ici effectivement les différentes bornes qui se reportaient, des vieilles bornes avec, alors c'est marqué fleur de lys ici, avec un Q, avec fleur de lys, et là probablement rocher. Rocher à voir. Sylvain, tu me dis si je dis une bêtise ou pas, quoi. Rocher avec et accent aigu. Bon, enfin, moi, je connais rien en paléographie, aidez-moi. Hein, parce que, voilà, bon, bref. Et là, les nouvelles bornes de confrontation avec les parcelles limitrophes des communautés riveraines. Ici, par exemple, la borne ici, borne, il y a marqué borne, vous voyez, ici, idem, du sieur Audouin ou Audouin, dans la juridiction de paix. Et ici, effectivement, on l'a encadré, vieille borne fleur de lysée, qui indique effectivement de Cantelose, vous voyez, qui indique la plus vieille borne, la belle borne que je vous ai montrée au tout début, tout à l'heure, avec la fleur de lys et la numérotation au-dessus. Donc, ce sont des documents extrêmement intéressants et très riches de... Pardon. Donc ça, c'est un extrait effectivement du tableau récapitulatif du bornage périmétral au nord de la forêt, où toutes les bornes sont inventoriées et avec effectivement les différents numéros, leurs caractéristiques, bon, on ne voit pas très bien, mais leur état sanitaire, l'état du mur, puisque le mur a été construit un petit peu au-delà du bornage, et quelquefois à quelques centimètres, on ne voit pas tellement, enfin, on a du mal à voir la numérotation, parce que le mur a été construit, enfin, on en reparlera. Je vais trop vite. Là. Et là, c'est une diapo qui fait un petit peu la jonction entre le bornage périmétral et les murs et les murailles. Alors, le mur, ça, ce sont en noir toutes les bornes qui ont été jusqu'à maintenant, qui ont été inventoriées et qui font l'objet d'une fiche détaillée pour l'instant. Hein. Ensuite, ici, tous les noms, ce sont les noms des passes, et il y a une cinquantaine de passes ou de passages ou d'accès, hein, de portes d'entrée, de sortie dans la forêt, une cinquantaine tout autour de la forêt. Ici, il n'y a pas de borne parce qu'il y a une extension au XXe siècle, en 1930, la forêt a été agrandie par les eaux et forêts, à l'époque, en 1930. Et donc, ici, la limite, c'est un cours d'eau qui fait la limite. Et donc, on n'a pas trouvé de bornes anciennes. Est-ce qu'elles ont été emportées par des crues ou est-ce qu'il n'y a jamais eu de bornes, etc. Pour l'instant, on n'en a pas retrouvé. Est-ce qu'elles ont été enfouies par les engins, les débarrages, etc. Ça, c'est très possible. Autrement, les bornes, vous voyez, on les voit tout autour sur tout le périmètre. Et le mur ou les murailles plutôt. Alors, on a un mur sur les 12 km jusqu'ici, au nord et à l'est de la forêt, là où affleure le grès du Trias, là où on a de la roche dure, et on a à côté du mur, on a tout un ensemble de petites carrières où on a effectivement extrait le matériau sur place pour construire le mur. On va le voir. Hein. On va le voir. Donc, au nord et à l'est, on a un mur sur 12 km. Par contre, au sud, ici en particulier, on n'a pas de mur. Pourquoi? Parce qu'on est dans les grès du Permien. Et le Permien, les grès permiens, ce sont des grès tendres. Donc, il n'y a pas de roche dure. Donc, on a remplacé la délimitation, la frontière entre domaine royal et les communautés riveraines par un fossé profond de 1,20 m, 1,50 m de profondeur.
Voilà, donc caractérisation des murs et des fossés, je vais rappeler. Donc ici, vous voyez, on a un mur relativement bien, pas relativement bien, très bien conservé, avec un fruit très, très stable. Je vous indiquerai ce que signifie. Vous voyez, vue de profil, on a un triangle avec des pierres de fêtage qu'on appelle des clouques. On va le revoir mieux tout à l'heure. On a ici donc le mur au nord qui est relativement bien conservé là aussi. Et ici, effectivement, sur cette image du LIDAR, on a ici le mur rectiligne et qui suit. Là, ce n'est pas le cours d'eau, là, c'est un cours d'eau. Ils auraient très bien pu se servir du cours d'eau comme limite de la forêt, de la forêt royale en particulier, mais non. Il y a un mur relativement bien conservé encore, très rectiligne, parallèle au cours d'eau. Voilà. Et avec donc ici une vue en coupe de profil du mur avec donc les boutisses, les pierres de parement, le remplissage intérieur. C'est un mur de pierre sèche, évidemment. Il n'y a pas de maçonnerie. Et puis les clouques, c'est-à-dire les pierres. Les clouques, ce sont ces pierres de fêtage qui coiffent et protègent le mur, avec donc différentes indications. Ici, avec la mire, vous voyez, ici la mire, on a au contraire au sud de la forêt, dans les grès tendres du Permier, on a un fossé encore bien, bien visible, avec ici, alors ce que je vous dis tout à l'heure, on a ici le mur ici c'est le fossé au sud, au nord de la forêt, on a plutôt sur les grès du Trias, les grès durs, on a un mur, et ici, regardez, ici, on a les traces d'une petite carrière, et très certainement que toutes ces pierres qui ont servi à la construction du mur proviennent de cette mini-carrière. Tout le tour du périmètre, on voit encore, on devine bien, et avec le guitare, on le voit très bien, ces mini-carrières. Voilà, comment? Oui, je crois que oui. Et donc, voilà, donc, un dessin de Christophe Mendigral, avec ces fameuses clous ou pierres de fêtage. Ici, voilà, j'en ai encore pour 2 diapos. Ici, on a la terminaison d'un mur au niveau d'un passe, le passe de Fombonne. Et ici, regardez bien le pointeur, un H, vous le voyez, le H surmonté d'une croix latine. Hop, vous le voyez là? Et donc, c'était un passage très, très fréquenté au XVIIe et XVIIIe siècle. Et là, c'est exactement le même monogramme, c'est un monogramme du Christ, et qui correspond tout à fait au même monogramme qu'on a dans le nord de la France, dans le Vexin ou ailleurs, dans tout le bassin parisien. Et ce sont les travaux de Christian Montena, et qui indiquent que ce monogramme est typique des XVIIe et XVIIIe siècles sur un endroit, sur un passage donc très fréquenté du pass de Fombonne. Et alors, ça c'est très intéressant parce que certaines personnes disaient « Oh, ce mur, il n'est pas si vieux que ça, il date du 19e ou du 18e siècle. » Que nenni, puisque ici on a un énorme châtaignier, très certainement un vénérable châtaignier de plus de 300 ans d'âge, et qui a poussé donc, à côté du mur, mais ensuite qui a complètement chapeauté et poussé sur le mur, qui indique que, effectivement, donc, ce châtaignier a au moins 300 ans, et que le mur, évidemment, sur lequel il a poussé, a au moins 300 ans. Donc, ce mur, il n'y a pas un mur unique, il y a plusieurs sections de murs. On retrouve dans les archives que ce mur, à une époque, a été dégradé pour différentes raisons. Il a été reconstruit, rafraîchi. Dans les archives, on parle de rafraîchissement. Donc, il a été rénové ou reconstruit. Pour vous dire qu'on a certainement plusieurs générations, là aussi, de construction de murs et de murailles. Alors, les murailles, c'est pour reprendre l'expression qu'on a dans les archives, on parle plus de murailles que de murs. Voilà. Et voilà la conclusion. Fonction des murs et des fossés. Vous voyez, donc, il y a plusieurs fonctions, il y en a certainement d'autres, mais parmi les 3, Michel Bartoli nous en parlera peut-être
tout à l'heure, une fonction symbolique avec la matérialisation d'une frontière entre forêt royale et communauté riveraine et usagère. Donc la fonction symbolique est souvent très importante. Parce que le mur il fait 1,20 m, 1,50 m de haut. C'est pas Chambord, vous voyez. Donc on peut sauter. Voilà. Je pense que la fonction est plus voilà, dans l'imaginaire et dans la symbolique qu'autre chose. Par contre, pour reprendre l'expression de Michel Bartoli, il y avait aussi, bien sûr et surtout, une fonction anti-intrusion du bétail par rapport à la divagation du bétail, etc., par rapport à une restriction progressive des droits d'usage des communautés riveraines et usagères, et puis une fonction aussi de contrôle des accès, notamment par les passes. C'est un microtoponyme très, très, très fréquent. Tout autour de la forêt, c'est passes. Passes, il y en a une cinquantaine, donc, et pour prévenir des nombreux délits, abus et fraudes en forêt. Bon, voilà. Merci.